Bonjour et bienvenue dans Smart Food, votre nouveau rendez-vous sur Bismart consacré à la transition alimentaire. On va se retrouver maintenant tous les week-ends sur Bismart pour décrypter, analyser les tendances et les innovations en matière de production et de consommation. Je recevrai sur ce plateau chaque semaine tous ceux qui, de près ou de loin, influencent le contenu de nos assiettes. Et pour ce premier numéro, on va s'intéresser à cet enjeu majeur, celui du gaspillage alimentaire. Chaque année en France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui sont perdues ou gaspillées, des produits encore consommables, parfois encore emballés, qui viennent littéralement nourrir nos poubelles. Mais ce gaspillage n'intervient pas seulement chez le consommateur, mais tout au long de la chaîne alimentaire, du champ à l'assiette. Un gâchis considérable et déconcertant, une aberration écologique, sociale et économique. Alors pourquoi gaspillons-nous autant ? Comment limiter ce gâchis? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec mes deux invités. Ils s'engagent au quotidien contre le gaspillage alimentaire en proposant des solutions concrètes. Et puis dans notre rubrique Nouvelles recettes, une innovation, elle aussi va peut-être nous aider à moins gaspiller et surtout à moins polluer. Découvert à usage unique mais comestible, découverte et rencontre avec l'une de ses créatrices. Ce sera avant la fin de cette émission. Smart Food, c'est parti et tout de suite, c'est à la carte. Au menu, chaque semaine dans notre rubrique à la carte, nous mettrons en lumière un enjeu que soulève notre manière de manger, de consommer. Et pour ce premier numéro de Smart Food, nous allons nous intéresser à cet enjeu colossal, celui du gaspillage alimentaire. Alors impossible de dire qu'il ne s'agit seulement que d'une mauvaise habitude, car les chiffres sont alarmants. Dans le monde, un tiers des aliments produits sont produits pour rien, jetés sans être consommés. Et chaque année en France, ce sont 20 à 30 kilos d'aliments qui sont jetés par personne, dont 7 encore emballés. Alors les consommateurs ne sont pas les seuls à gaspiller. Des produits sortent du circuit de la consommation à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. À mes côtés en plateau pour décrypter ce phénomène qui interroge, Vincent Justin. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Nous Anti-Gaspi. En quelques mots, c'est un réseau d'épicerie qui donne une deuxième chance aux produits rejetés de ce circuit de la grande distribution. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. C'est un réseau de magasins qui est situé à la fois en Bretagne, à Paris et à Lille. Et en fait, on rachète aux producteurs des produits qui sont déclassés, qui sont en dehors du cahier des charges habituel de la grande distribution. On rachète un peu moins cher ces produits pour les revendre un peu moins cher aux clients. C'est des produits qui sont parfaitement consommables, qui ont toutes leurs qualités, ce qu'on appelle organoleptiques, le goût, la saveur, etc. Et ils sont malheureusement écartés, la plupart du temps jetés, parce qu'ils ne correspondent pas au cahier des charges ou parce qu'ils au standard. Au standard, exactement. On en parlera. 15 magasins actuellement. 18. 18, et vous avez un partenariat aussi signé avec Carrefour. Alors avec Carrefour, on travaille effectivement pour valoriser une partie de leur stock dormant. Donc c'est tout ce qui est dans les entrepôts, tous les produits secs qui sont en surstock et qui arrivent à date petit à petit. Et donc comme Carrefour s'interdit de vendre des produits au-delà de la date dépassée, ils nous vendent ces produits quand ils arrivent à date courte. Et nous, on s'octroie sur du riz ou des pâtes, par exemple, de pouvoir vendre ces produits un peu au-delà de la date, parce que n'importe qui a fait l'expérience. Et que n'importe qui peut consommer du riz, des pâtes. Exactement. Au-delà de la date qui est indiquée sur le produit. Voilà, d'ailleurs, c'est à consommer de préférence, on va en parler. Ouais. On peut largement dépasser cette date. Voilà, donc ça, il s'agit de la DLUO, date limite d'utilisation optimale. Donc là, effectivement, on peut dépasser la date. En fonction du produit, il faut faire confiance à ses sens, sentir le produit, le goûter, voilà. Mais la plupart du temps, ce sont des produits qui, un an après, sont parfaitement consommables. Contrairement à la DLC, donc la date limite de consommation. Là, date au-delà de laquelle on évite. On n'a pas le droit. Du tout. Après, à titre personnel, moi, des yaourts nature, par exemple, je les mange bien au-delà de la date et j'ai jamais eu de problème de santé. Ce que je fais également, rassurez-vous. À mes côtés également, Clément Carreau. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires publiques chez Phoenix. Alors Phoenix, c'est une start-up Tech for Good. C'est ça, vous développez des solutions pour que les invendus alimentaires ou non alimentaires d'ailleurs ne deviennent jamais des déchets. Vous avez 3 solutions, 3 alternatives en tout cas au gaspillage, le don aux associations caritatives, le don aussi pour l'alimentation animale et enfin la vente à prix réduit sur votre appli. Ce sont des paniers, c'est ça qu'on peut aller chercher chez les commerçants ? Tout à fait. Alors en fait, on dit que notre métier, c'est de connecter ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez.
Donc ceux qui ont trop, en fait, c'est tous les acteurs de la chaîne alimentaire, du champ à l'assiette, qui ont des surplus. Et ceux qui n'ont pas assez, ça peut être des associations d'aide alimentaire qui aident des personnes démunies, ou des consommateurs en quête de bon plan qui souhaitent regagner du pouvoir d'achat dans un contexte économique qui en plus est assez difficile avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Et notre but, c'est vraiment... Démarche solidaire, donc. Voilà, de redonner du pouvoir aux consommateurs et d'aider aussi des personnes qui sont dans le besoin. En France, on estime qu'il y a à peu près 8 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. On a beau être un pays riche, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement tous les jours, qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité tous les jours, qui ne peuvent pas faire 3 repas par jour. Et on a aussi des consommateurs qui rognent sur leur budget alimentaire parce qu'ils ont des dépenses incompressibles qui sont payer votre facture de gaz, payer votre facture d'électricité, payer votre loyer. Et vous ne pouvez pas changer le prix de votre loyer. Donc vous faites des sacrifices sur votre budget alimentaire et vous sautez un repas. Et ça arrive, selon un sondage de 2018, à 1 Français sur 5. Ce qui est vraiment considérable. Ce qui est considérable dans un pays comme la France. D'où l'aberration de ce gaspillage. Finalement, on produit ces aliments, ça demande des ressources, de l'énergie, finalement pour que ça se retrouve à la poubelle, alors que des personnes ont besoin justement de ces aliments pour se nourrir. Un tiers de ce que l'on produit est gaspillé selon une estimation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer où s'échappe ce tiers de produits finalement ? Et à qui la faute ? Alors étonnamment, on cible souvent la distribution en se disant que c'est les supermarchés qui gaspillent énormément. Ça représente que 16% du gaspillage alimentaire. Donc en fait, c'est une toute petite part. Et c'est une part importante, et des applications comme Phoenix ou le don aux associations avec Phoenix permet justement de valoriser ces produits-là. Nous, on ne touche pas du tout à ces gisements. Nous, on touche à tout ce qui est en amont. C'est 54% du gaspillage qui est réalisé soit au moment de la production, soit au moment de la transformation, avant même que ça rentre dans le circuit de distribution. Donc ça, c'est le gros du gaspillage, sur lequel aujourd'hui il y a peu de solutions, et c'était l'objet de nos épiceries, nous, anti-gaspi, c'est de pouvoir proposer des solutions réalistes à ces producteurs. Et quand je dis réaliste, c'est que souvent, ça a un coût pour valoriser le produit. C'est-à-dire que quand, par exemple, on écarte une tranche de jambon parce qu'elle n'est pas très belle sur la chaîne de production... Peut-être en fin de... non, parce qu'elle est un peu moche, elle a un petit trou, pas la forme adéquate. Ce produit qui est écarté, pour le valoriser, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il faut le remanipuler, le mettre dans une barquette spécifique, la réétiqueter, etc. Et la jeter, la détruire, ça a un coût également ? Ça a un coût, mais qui est inférieur à celui... de revalorisation. Exactement. Ouais. Donc du coup, nous, l'enjeu, ça a été de racheter ces produits à un prix acceptable, donc 20 à 30% du prix conventionnel, pour pouvoir permettre aux transformateurs, aux producteurs, de faire l'effort de revalorisation de ces produits, pour pouvoir ensuite les remettre dans le circuit distribution. Est-ce que vous avez d'ailleurs lancé votre propre marque ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de travailler, pour le coup, très en amont avec les producteurs, réfléchir avec eux aux raisons pour lesquelles les produits sont écartés et mettre en place avec eux des filières spécifiques de production pour pouvoir récupérer ces produits et ensuite expliquer aux consommateurs, parce que c'est ça l'enjeu, c'est la pédagogie, expliquer aux consommateurs la raison pour laquelle le produit avait été mis de côté, rassurer le consommateur sur le fait que le produit est parfaitement consommable, parce qu'il y a toujours un doute, oui, si c'est anti-gaspi, c'est que le produit n'était pas bon ou n'avait pas toutes les propriétés. Donc rassurer le consommateur et puis ensuite proposer un prix un peu décoté pour que tout le monde s'y retrouve, parce que quand on a moins de choix, moins d'assortiment dans un magasin, on a envie aussi qu'il y ait une petite contrepartie financière. Vous parliez de la grande distribution, finalement, que l'on montre généralement du doigt. Lorsque la loi est passée par là, je pense notamment à la loi Garot votée en 2016, finalement, c'est justement cette grande distribution qui a ciblé cette loi. Phoenix a démarré en 2014. La loi Garot a permis, en quelque sorte, de fluidifier le don dans la grande distribution. Phoenix, né en 2014, force est de constater que le don alimentaire était déjà possible avant. Oui, alors tout à fait. J'ajoute que donc, Phoenix a été lancé en 2014, donc on était assez pionniers sur le sujet, dans le sens où il faut comprendre que l'anti-gaspi est devenu très médiatisé ces dernières années, mais il l'était beaucoup moins en 2014. Et j'insiste là-dessus parce que la loi Garot est une réalité, elle a été faite en 2016. Mais la réalité aussi, c'est que les médias ont construit un regard sur le gaspillage alimentaire qui a permis à des acteurs comme nous, Anti-Gaspi, d'émerger. Et il y en a d'autres aujourd'hui. Il y a un gros écosystème d'acteurs qui s'est construit autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et les médias ont beaucoup aidé à cela parce qu'effectivement, ils ont porté le sujet. Et bon, avec plus ou moins d'aisance, parce qu'effectivement, on a beaucoup jeté la pierre à la grande distribution qui jette, c'est une réalité.
et on l'a beaucoup moins porté à d'autres acteurs qui peuvent être les industriels, les producteurs, etc., qui eux aussi gaspillent. Et le législateur, lui, a choisi de commencer par la grande distribution et ensuite il a étendu les dispositions à ce qu'on appelle les opérateurs de gros, donc les grossistes, mais aussi la restauration collective privée, publique, donc par exemple la restauration scolaire de votre cantine, mais aussi les restaurants d'entreprise, et puis les producteurs, les industriels. Donc finalement, on a commencé avec la grande distribution, mais ensuite on a étendu les dispositions petit à petit, parce que ce qui a marché sur la grande distribution, on a voulu le faire sur d'autres chaînons de la chaîne de valeur. Et nous, Phoenix, de la même manière, on a commencé à être avec la grande distribution parce que cette loi nous a aidés, parce que le focus médiatique autour de cette loi nous a aidés. Et ensuite, on a commencé à proposer nos solutions à d'autres acteurs. Et par exemple, aujourd'hui, on travaille avec des industriels comme Danone, comme Riant, comme Lutti, qui fait les bonbons. Voilà, on a différents acteurs avec qui on n'aurait peut-être pas pu travailler s'il n'y avait pas eu tout ce travail à la fois législatif et médiatique. Et médiatique, bien sûr. Ouais. Et sur la question vraiment du don, qu'est-ce qui était possible de faire avant ? Quelles sont les règles aujourd'hui ? Alors avant, il y avait une incitation à donner qui est toujours en cours, qui est toujours en vigueur, qui est une spécificité française parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont aussi généreux, mais vous avez une incitation fiscale, vous avez une réduction d'impôt lorsque vous donnez à des associations d'aide alimentaire. Donc il y avait une lutte contre le gaspillage qui était essentiellement axée sur la solidarité à travers ce dispositif. Mais pour bénéficier de ce dispositif, d'abord il faut payer des impôts, parce que sinon si vous ne payez pas d'impôts, vous n'avez pas de réduction d'impôts, donc c'est bête à dire, mais ça veut dire aussi qu'il y a certains magasins qui n'avaient quand même pas d'intérêt à donner, pour ceux qui ne sont pas rentables, donc ça ne concernait pas tous les magasins. Et puis par ailleurs, il y a un plafond. En fait, quand vous avez beaucoup donné, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'intérêt à donner, parce que l'État vous fait une réduction d'impôts, mais qui est limitée. Et ce qui est venu faire la loi Garot, c'est, alors qu'il y avait une carotte, qui était l'incitation fiscale, on est venu mettre un bâton, pour dire, il faut que vous donniez, sinon vous n'êtes pas dans la légalité. Donc une obligation. Et vous pouvez être contrôlé. Et non une incitation. Tous les magasins de plus de 400 mètres carrés sont obligés de chercher à nouer un partenariat avec une association pour le don de leurs invendus. Donc ça ne concerne pas actuellement les petites surfaces ? Non, qui représentent quand même une part considérable des magasins, et notamment dans des villes très urbanisées comme Paris, ça représente parfois en fait, la majorité des magasins. Donc c'est un problème, et c'est une évolution législative qui viendra sans doute. Je ne pense pas que dans 10 ans, il y aura encore ce seuil de 400 mètres carrés, je pense qu'on l'abaissera, mais on a commencé par les gros magasins pour des raisons pratiques, aussi parce qu'évidemment c'est ceux qui ont les plus gros volumes, et parce que c'est ce qui intéresse le plus les associations, parce qu'elles préfèrent évidemment collecter des gros volumes, donc elles étaient plus intéressées par les gros magasins que par les petits. Donc c'est une question de pragmatisme. Nul doute que demain les magasins de petite surface aussi seront concernés par la loi. Et puis j'ajoute, parce que vous en parliez tout à l'heure, effectivement il y a un coût à jeter, et ce qui est bien c'est que ce coût augmente. Détruire des produits, ça augmente, ça devient de plus en plus cher pour les magasins. Et donc c'est une incitation, encore une fois, sous la forme d'un bâton, puisque jeter ça leur coûte de l'argent, donc ils ont plutôt intérêt à faire autre chose, soit en revendant par exemple avec nos anti-gaspi ou sur l'application mobile Phoenix à des consommateurs, soit en donnant à des associations, soit en faisant autre chose, comme par exemple méthaniser ou faire du compost. Une question qui vous concerne tous les deux. Un produit qui arrive à la limite de sa date de consommation ou DLUO, elle sort de la grande surface, elle est acheminée soit vers des associations, soit dans vos épiceries. Est-ce que vous travaillez aussi avec les grandes surfaces ? Non. Non, absolument pas. On ne travaille pas. Alors, sur le type de gisements qui sont destinés aux Vous avez des produits où, en tout cas, il y a des dates de consommation. C'est plus sur les gros stocks dormants, mais c'est anecdotique par rapport au gros de nos approvisionnements qui viennent vraiment directement des producteurs. Il faut savoir que tous les gisements qui sont à destination des associations et que traite Phoenix, qu'intermédie Phoenix, nous, on n'y touche pas du tout parce que c'est une solution qui est géniale pour lutter contre le gaspillage, et il ne s'agit pas d'aller se battre sur les gisements alors qu'il y a très peu de solutions en amont auprès des producteurs et des transformateurs. Donc nous, on est vraiment focus là-dessus. Et sur ces produits qui arrivent à date assez courte, il y a un enjeu logistique pour pouvoir distribuer voilà, c'est ça. Comment faire en sorte que le produit sort du rayon et il arrive avant la date pour que les consommateurs puissent effectivement les consommer sans risque. C'est déjà une pratique, en fait, c'est ce qu'on appelle la rotation des rayons, c'est-à-dire qu'un magasin, il contrôle ses dates et il sort souvent les produits avant leur date, pour les redistribuer en asso ou pour les vendre à prix cassé aux consommateurs. Parce qu'il y a des rayons aussi anti-gaspi qui ont vu le jour dans les... Oui, tout à fait, mais c'était une pratique qui était déjà répandue avant. Il y a eu des magasins pionniers là-dessus qui ont mis des corners anti-gaspi, et puis on voit que la pratique se généralise. Et en général, quand ils vendent les produits à moins 30, moins 40%, ils ont des bons résultats, ils arrivent à réduire drastiquement les volumes d'invendus.
Ce qui par ailleurs est aussi un problème pour les assos, parce que comme on réduit le volume d'invendus, parce qu'on contrôle mieux les stocks, parce qu'on anticipe mieux la demande des consommateurs, on réduit aussi les gisements qui sont disponibles pour les assos. Donc c'est important, comme je disais, de maintenir une incitation fiscale pour qu'il y ait quand même un intérêt à donner, pour que la générosité elle soit bénéfique pour ceux qui la pratiquent, parce qu'on est dans un contexte aussi où on a une émergence de la pauvreté dans le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure de la crise sanitaire qui a mis beaucoup de gens dans des situations difficiles. Aussi des situations difficiles. Et il faut préserver aussi les gisements pour les associations. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un magasin qui pratique à la fois le don et la revente pour maintenir un équilibre et permettre aux associations de bénéficier de produits aussi. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir plus de pédagogie sur les dates, notamment ? Peut-être aussi sur les standards. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant finalement ? Alors, la pédagogie sur les dates, ça c'est sûr et certain. Et encore une fois, il faut imaginer ce que faisaient nos grands-parents. Est-ce qu'on ne devrait pas se fier à son bon sens Ouais, bien sûr, c'est d'abord le bon sens. Sentir, regarder. D'abord le bon sens, goûter, sentir, regarder. C'est des critères de base qu'on a perdus parce qu'on fait une confiance aveugle aujourd'hui dans les marques et dans les dates qui sont indiquées. Mais en fait, il faut revenir à des basiques. Après, moi, je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui trop contraignant, enfin que le législateur impose trop de contraintes. Justement, la loi, est-ce qu'elle est assez ambitieuse ? Je rappelle quand même qu'il y a un objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Est-ce qu'on peut l'atteindre ? 2025, c'est demain. Ouais, je pense que la loi a accompagné des changements de mentalité importants. Donc on voit par exemple les directeurs qu'on embauche pour nos magasins, qui sont souvent issus de la grande distribution. Tous nous disent qu'il y a 10 ans, tous les matins, ils commençaient par enlever un tiers du rayon fruits et légumes parce qu'il y avait des tout petits défauts, etc., pour arriver à une présentation parfaite. Aujourd'hui, les mentalités changent. Les consommateurs, étonnamment, en fait, ont été bien plus en avance dans le changement des mentalités que l'ont été les distributeurs et les différents acteurs. Il y a eu quelques campagnes, je pense notamment aux gueules cassées. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle a quand même été largement portée et ça a aussi sensibilisé sur des standards qui ne servaient finalement à rien. Ouais, c'est clair que c'est des très précurseurs de la part d'Intermarché. Il faut leur reconnaître qu'ils ont été les premiers à se saisir pleinement de ce sujet. Maintenant, aujourd'hui, on voit que les consommateurs, nous on fait le constat tous les jours dans nos magasins, c'est-à-dire qu'en expliquant avec de la pédagogie... Il y a d'ailleurs dans votre magasin des petites étiquettes qui sont assez, avec des messages plutôt sympathiques, mais qui donnent aussi, qui expliquent le fonctionnement de vos épiceries, nous anti-gaspi, et puis aussi des petits conseils, et, notamment sur ces fameuses dates. Je suis toujours consommable, prenez-moi. L'enjeu, c'est surtout de ne pas stigmatiser les consommateurs, parce que tout le monde gaspille, moi le premier, on fait des efforts, mais c'est compliqué de ne pas gaspiller du tout. Donc, le gaspillage... D'ailleurs, le consommateur, il compte pour près du tiers du gaspillage. Tout à fait. On a vite fait d'oublier quelque chose au fond de son frigo et ça se retrouve à la poubelle. C'est clair. Alors, c'est certain que tout le monde gaspille et il ne faut pas stigmatiser. Maintenant, le travail de pédagogie, accompagner les consommateurs à un changement de mentalité et surtout proposer des offres, les paniers Phoenix en est une, ce qu'on trouve dans nos magasins également, ça fait la preuve qu'aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à consommer différemment, sont prêts à changer leur comportement d'achat. Et maintenant, c'est aux distributeurs et aux différents acteurs de la distribution de s'adapter pour laisser le choix aux consommateurs. Ne pas se contenter d'avoir que des belles tomates bien rondes, insipides qui sont dans les rayons, mais laisser le choix pour que les consommateurs puissent, à travers leur acte d'achat, se positionner aussi et donner un peu plus de sens à travers leur acte d'achat pour ceux qui le souhaitent. Le consommateur qui devient acteur, on parle d'ailleurs de ce consommateur. Quel est selon vous le meilleur argument pour convaincre en fait les consommateurs de moins gaspiller ? On va terminer avec ça. Je vais juste ajouter une précision, c'est que la Commission européenne est en train de revoir les dates parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est l'Union européenne qui décide des dates de péremption et qui fait qu'on a 2 types de dates. C'est elle qui décide de la nomenclature et elle va être révisée. Donc c'est prévu, c'est à l'agenda politique. Ensuite... Sur la petite phrase peut-être ? Sur meilleur avant plutôt que... Oui, pour qu'elle soit plus claire, parce qu'effectivement les gens ne comprennent pas ces dates et qu'on est en train donc du coup de revoir la sémantique des dates au niveau de l'Union européenne et ce sera applicable dans tous les pays, donc ça aura vraiment un impact important. Ensuite, un conseil qu'on peut donner aux consommateurs du coup dans leur consommation, pour éviter le gaspillage chez eux ou tout simplement... Chez eux ? Oui, déjà faire une liste de courses. C'est bête, mais il y a beaucoup de gens qui font des achats impulsifs en magasin et qui achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Et qui vont souvent le ventre vide au magasin. Voilà, c'est un autre sujet, effectivement. Après, il y a la question de bien ranger son frigo. Je vous invite à regarder sur Internet, vous trouverez plein de guides pour vous expliquer comment ranger votre frigo. Les gens rangent un peu n'importe comment, mettent des choses au frigo qu'ils ne devraient pas mettre au frigo et ça s'abîme plus vite, donc on les perd. Et après, il y a aussi des solutions C2C. Je peux en parler par exemple de Give, qui est une application qui permet le don entre particuliers, qui est une très bonne solution pour si vous partez en week-end, il vous reste des produits dans votre frigo, vous pouvez les donner à quelqu'un dans votre quartier.
plutôt que de les jeter. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Vincent Justin, cofondateur de Nous Anti-Gaspi, merci d'être venu sur notre plateau. Clément Carreau, responsable des affaires publiques chez Phoenix. Tout de suite, ces nouvelles recettes et nous partons à la découverte d'une innovation. Chaque semaine, dans Nouvelles Recettes, nous allons partir à la découverte d'une innovation qui pourrait influencer, voire bousculer nos habitudes de consommation. On le sait, le plastique est partout. D'ici 2040, les objets en plastique à usage unique disparaîtront progressivement de votre vie quotidienne. Depuis le 1er janvier, certains sont désormais interdits, à l'instar des pailles ou des touillettes, mais il y a aussi les couverts, ceux que nous utilisons notamment pour le déjeuner. Léa Maravel, bonjour. Bonjour. Bonjour Léa, vous proposez une alternative à ces couverts en plastique, des couverts comestibles sans création de déchets. Léa Maravel, vous êtes étudiante à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse. Vous êtes également la cofondatrice de Croque-Fork. Alors avec vous, tout se mange, même les couverts. C'est ça. Comment est née l'idée de Croque-Fork ? Alors, elle est née de 3 constats principaux. Donc, le premier, vous venez d'en parler, c'est le gaspillage déjà alimentaire, puisque un tiers des aliments sont gaspillés. Donc déjà, ça, on s'en rend compte. Nous, durant nos études, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Et une fille de l'équipe s'est rendue compte que parmi ses boulots étudiants, par exemple, pas mal de fruits, de légumes étaient gaspillés. Donc, premier constat. Deuxième constat, c'est que y a beaucoup de gaspillage plastique, notamment sur tout ce qui est à usage unique. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la loi Egalim, décrétée à partir de janvier 2021, dit que tous ces couverts, mais également autres produits à usage unique, sont totalement interdits. C'est une loi qui déjà est un peu latente depuis 2 ans. Donc, depuis 2019, quand même, on en parle, mais bon, on n'osait pas trop faire le premier pas. Là, c'est vrai que janvier 2021, c'est vraiment la date clé pour le gaspillage plastique. Surtout quand on se rend compte que 300 millions de tonnes de plastique sont gaspillées et que la moitié de ce plastique, c'est des couverts ou des objets à usage unique. Donc on a vu naître des alternatives, je pense notamment aux couverts en bambou, en bois, exactement, en plastique biosourcé, en amidon de maïs. Généralement ils finissent de la même manière à la poubelle. Donc vous développez des couverts. D'ailleurs, on trouve fourchette, couteau, cuillère, toute la gamme. C'est ça. En fait, le but final, c'est de faire les 3. On est en train de tester l'un après l'autre au fur et à mesure. Vous faites un prototype pour chaque couvert. Parce qu'en fait, la cuillère, par exemple, est plus facile à fabriquer qu'une fourchette. Une fourchette demande beaucoup plus de progrès technique qu'une cuillère qui est à la base très solide, même sans avoir une forme particulière. Donc oui, le but c'est d'avoir les 3 pour toucher le maximum de clients possible et être le plus diversifié possible. Alors concrètement, ils seront fabriqués à base de quoi ? Parce que Croque-Fork, on imagine qu'on peut manger, croquer, déguster ces couverts. C'est ça. Alors en fait, la base du coup, on s'est dit on va utiliser des fruits et des légumes parce que c'est notre matière première que l'on voulait valoriser. Fruits et légumes déclassés. Exactement. Donc en fait, déclassé, ce qui veut dire en fait c'est tout ce qui n'est pas utilisé parce que c'est trop gros, trop petit, trop moche ou pas la forme des machines qu'on utilise en agroalimentaire tout simplement. Du coup, on va réutiliser ces fruits et légumes, plus précisément de la patate douce pour l'instant, de la pêche, de la poire et de la pomme, puisque en fait c'est les fruits et légumes les plus fibreux. Nous, on utilise vraiment la fibre. Donc, c'est la fibre végétale qui va permettre de pouvoir solidifier agglomérer déjà la substance et former le couvert. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment la matière première. Après, il y aura de la cire d'abeille qui, en fait, est un produit qui est comestible. Vous l'utilisez dans souvent les bonbons, par exemple. Du coup, ça va permettre d'avoir de la solidité et de permettre au produit de résister à la chaleur et à l'eau. Donc, c'est un produit qui sera totalement imperméable et hydrophobe, on appelle ça. Et après, il y aura d'autres ingrédients qui ne sont pas... on ne peut pas en parler, puisqu'en fait, c'est un projet qui va être breveté, qui est en phase de brevetage. Du coup, tout le reste de la recette est un peu un secret pour l'instant bien gardé. Alors, vous parliez de patates douces, de pommes. Est-ce que ces couverts vont être vraiment solides ? Parce que les fibres végétales, ça reste quand même plutôt fragile. Exactement. On pourra vraiment découper avec un couteau que demain vous développerez. Est-ce qu'il y aura du goût ? Est-ce qu'ils auront un goût particulier pour le manger, j'imagine, mais aussi au moment de déguster, peut-être votre plat juste avant. Est-ce qu'on aura une odeur, un goût particulier ? Alors, il faut déjà savoir une info au niveau de ce qui va être mangé avec ces couverts-là, c'est que ce sera des couverts qui seront utilisés dans tout ce qui est l'événementiel, donc tout ce qui est traiteur, glacé, etc. Donc, vous n'aurez jamais une côte de bœuf qu'on va manger avec nos couverts. Oui, un vrai couteau pour la côte de bœuf, effectivement. Donc, c'est pour ça que je vous mets le contexte déjà. Et ensuite, donc oui, nos couverts sont solides, mais en fait, on
a trouvé un compromis pour que ce soit assez solide pour pouvoir manger avec, mais également assez mou, entre parenthèses, pour pouvoir le croquer, puisque quand même on veut le manger à la fin. Alors si ça doit être mou pour être croqué, est-ce que finalement on pourra l'utiliser pour manger des plats chauds? C'est ça. Alors oui, exactement, puisqu'en fait, il y aura un ingrédient qui est un des secrets qui va permettre ça, mais également la cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est vraiment notre produit phare également avec les fibres végétales, parce que ça permet le côté solide. La cire d'abeille peut être très très solide, mais également d'être croqué. Comme on pourrait croquer un bonbon, si on ne veut pas le sucer par exemple, on peut le croquer. Et en fait, quand on aura croqué la fourchette ou le couteau, ça rendra la fourchette ou le couteau plus mou. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on pourra le manger grâce notamment à l'action de la salive sur le couvert. Donc en fait, on pourra tout à fait manger avec et dès qu'on a fini, le manger. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de, comme quand on mange du pain à table, le manger avant d'avoir commencé le repas. C'est compliqué, sinon Voilà, vous n'avez plus de couverts, effectivement. Certaines entreprises développent aussi des couverts comestibles, des concurrents, on va dire, plus ou moins directs, proposent des produits sensiblement équivalents, comme des couverts à base de farine ou de chocolat, par exemple. C'est quoi la plus-value de votre produit par rapport à ces entreprises? Alors déjà, il y a une plus-value, c'est que on utilise des déchets qu'on appellerait de l'agroalimentaire. Donc déjà, on réutilise des déchets qui sont déjà pas utilisés, donc c'est une valorisation supplémentaire. Anti-gaspillage. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est que, en fait, on s'est rendu compte, notamment durant la crise sanitaire dans laquelle on est actuellement, que la farine est un produit qui est très facilement épuisable. Dans nos rayons, il n'y avait plus de farine très rapidement parce que les gens en utilisent au quotidien. Et on fait beaucoup de gâteaux, visiblement. Exactement, des gâteaux, mais c'est aussi un produit qui est utilisé pour plein d'autres produits qu'on utilise au quotidien. Et c'est vrai que utiliser encore de la farine de blé ou de maïs ou de tout ce que vous voulez pour faire des couverts, c'est utiliser un produit qui est déjà pas en quantité illimitée. Donc déjà, c'est un problème. Et en plus, la farine, on sait très bien que ça ne vient pas forcément de France. Et nous, notre produit se voudra entièrement français. Donc c'est aussi ça la plus-value de notre produit, c'est que ça sera 100% français, que ce soit les fruits et les légumes, mais également de la cire d'abeille. Alors on verra dans le développement de l'entreprise si, à un moment donné, on ne va pas être bloqué au niveau des approvisionnements. Mais pour l'instant, notre produit sera 100% français. Et ça, au niveau de la farine, on va dire que c'est beaucoup plus compliqué d'être 100% français et de l'assurer jusqu'à la fin de l'entreprise, en tout cas. Parce que la farine, on sait qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas forcément de France, tout simplement. Thomas Pesquet est parti dans l'espace avec des emballages comestibles. Est-ce que c'est un rêve pour vous que vos couverts partent eux aussi à la conquête de l'espace? Alors oui, c'est d'ailleurs un argument qu'on a utilisé pour le concours de l'innovation qu'on a remporté. Que vous avez remporté, 20e récemment. édition. Exactement, le concours CRES du coup. Et en fait, c'est l'argument qu'on a trouvé puisque c'est un peu un signe, c'est que trois mois avant le concours, on a vu une publication qui disait que Thomas Pesquet était parti avec des emballages comestibles qui étaient en pain d'épices d'ailleurs. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne pourrait pas rêver de ça aussi, puisque en fait, notre matière première, oui, il peut servir à des couverts, mais il peut servir à plein d'autres utilisations. Et notre rêve, c'est vraiment de développer cette matière première, donc cette matière première végétale et comestible, pour toute autre utilisation, que ce soit des emballages, des pailles, des pics à brochettes. Enfin, on a vraiment plein d'idées. Et dès qu'on aura développé nos couverts, le but, c'est clairement d'atteindre l'espace. Enfin, c'est le goal ultime, je pense, de notre projet. Et puis on se dit, si en plus ça peut servir une cause bien plus grande que juste le gaspillage sur Terre, c'est beau, quoi. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup, merci. Léa Maravel. Vous êtes cofondatrice de Croque Fork. Merci d'être venue sur notre plateau, de nous avoir fait découvrir cette nouvelle expérience culinaire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sybille en régie, à Jérémy à la réalisation, à Amanda au son. On se retrouve la semaine prochaine sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée et bon week-end sur Bismart.